Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Voilà le mois de juin. Le moment d'un rite bien français, le bac. Baccalauréat, en 2 mots, c'est du latin. Ça veut dire couronne de laurier. La couronne de laurier qu'on remet aux vainqueurs des épreuves scolaires. L'examen naît au Moyen-Âge. Dès le XIIIe siècle, le baccalauréat est le premier grade universitaire. Pour l'obtenir, le candidat, souvent très jeune, 15 ans par exemple, doit réussir plusieurs épreuves. Une joute oratoire avec un maître, répondre aux questions d'un jury sur le programme, mais aussi donner une leçon comme s'il était un professeur pour prouver sa maîtrise du sujet. Toutes ces épreuves ont lieu en latin. C'est pour ça qu'à Paris, le quartier autour de la Sorbonne s'appelle le quartier latin. C'était la langue des hommes d'église et des lettrés. À l'époque, on ne parle pas d'étudiants, mais d'écoliers. Pendant des siècles, à l'université de Paris, les maîtres et les écoliers sont considérés comme des clercs, c'est-à-dire qu'ils relèvent du monde de l'église. Ils bénéficient de privilèges fiscaux et juridiques. Si on leur reproche un délit au Moyen-Âge, ils doivent être jugés par les tribunaux ecclésiastiques et non pas par les tribunaux ordinaires. Lorsque ces droits ne sont pas respectés, les maîtres et les écoliers font grève, tout simplement. C'est ce qui arrive en 1292. Et après 2 ans de crise, le pape de l'époque, Grégoire IX, émet une bulle pontificale, appelons ça une loi pour simplifier, qui rappelle et garantit ces privilèges pour les maîtres et les écoliers de l'Université de Paris. Est-ce que les bacheliers au Moyen-Âge sont tous issus de milieux aisés? Non. L'Église permet une ascension sociale. Robert de Sorbon, le fondateur de la Sorbonne, était fils de paysans. De brillants sujets pouvaient obtenir une bourse s'ils trouvaient un protecteur. À la Renaissance, vers 1500, Erasme, de naissance obscure mais brillant latiniste, devient le secrétaire d'un évêque, l'évêque de Cambrai, et ce prélat l'aide à partir étudier la théologie à Paris. Erasme deviendra l'humaniste le plus célèbre de son temps. Le baccalauréat sous sa forme moderne est créé par Napoléon Ier en 1808. Latin et grec sont des matières obligatoires. On compte 1000 bacheliers seulement pour l'année 1811. L'empereur crée aussi les palmes académiques pour récompenser les professeurs. C'est la décoration qui, bien plus tard, fera rêver Topaz, l'instituteur imaginé par Marcel Pagnol dans une pièce célèbre. Sous la monarchie de Juillet, de 1830 à 1848, l'école devient l'enjeu central de la vie politique en France. Et le bac est critiqué de tous côtés. À gauche d'abord. Le jeune Jules Vallès, après la Révolution de 1848, milite dans un club. Et il réclame l'abolition du bac, le symbole à ses yeux de l'ordre bourgeois. Mais à droite, on n'est pas toujours plus tendre envers le bac. Un catholique libéral, Montalembert, déclare à la tribune de l'Assemblée nationale en 1850 « On ne saurait le nier, la jeunesse est élevée contre la société et contre nous. L'éducation publique, telle qu'on la donne en France, crée une nuée de prétendants qui sont propres à tout et bons à rien. » Et les femmes dans tout ça? En 1861, sous le Second Empire, le ministre de l'Instruction publique reçoit la requête d'une institutrice de 37 ans, Julie Victoire d'Aubier. Cette femme s'est instruite avec l'aide de son frère, qui est prêtre. Elle parle latin et grec et a écrit un livre couronné par l'Académie de Lyon.
Bref, elle veut être autorisée à passer le bac. Mais le ministre refuse. Or, l'affaire fait du bruit. L'impératrice Eugénie elle-même est avertie. L'épouse de Napoléon III est toujours prête à aider des femmes remarquables. Elle intervient auprès du ministre qui s'incline. Julie Victoire d'Aubier peut ainsi passer le baccalauréat. Elle est reçue et devient la première bachelière admise à la faculté des lettres de Lyon. En 1880, au début de la Troisième République, les bacheliers représentent 1% d'une classe d'âge. Oui, 1% seulement. Mais il faut nuancer ce chiffre un peu brutal. L'enseignement primaire à l'époque était remarquable. Un diplômé du certificat d'études avait déjà un beau bagage. Un demi-siècle plus tard, en 1934, on ne compte encore que 17 000 reçus dans toute la France. Puis, après-guerre, c'est l'explosion. 30 000 bacheliers en 1948, 150 000 en 1973, 250 000 en 1985, 470 000 en 1998, 617 000 en 2015, etc. On sait que les diplômes, c'est comme la monnaie, ça peut se dévaluer. Mais souhaitons bon courage aux candidats du bac. Et rappelons au collé que Sacha Guitry et André Malraux ont arrêté leurs études avant le bac. Émile Zola, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire ont passé l'examen et ont été recalés. L'important, c'est ce qu'on réalisera, avec ou sans bac. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez retrouver le Moment Histoire sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées. Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raimentas avant de partir observer les baleines à Tahiti. Oh, ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. J'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage esprit libre. Vous faites les mariages aussi? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.